Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Au cours de cette intervention, pour ce rapport, nous concentrerons sur le ferroviaire, du fait du volume et de son caractère stratégique. Vous nous proposez dans ce rapport d'aborder 3 sujets totalement différents. Les opérations de maintenance à mi-vie des rames TER à 2 étages, l'amélioration de l'offre ferroviaire suite à l'abandon de la 45 et l'approbation d'une convention visant à acquérir 3 TER à hydrogène. Ce dernier point nous paraît particulièrement intéressant et sera en partie traité à l'occasion de la défense de nos amendements. Nous le disons tout de suite, nous sommes tout à fait favorables au développement de cette technologie, certes coûteuse, s'il est assuré par de l'hydrogène vert, c'est-à-dire issu de panneaux solaires et des éoliennes, car l'hydrogène se stocke. Et là, le nucléaire a ici toute sa place. Faut-il le rappeler? Nous sommes par contre beaucoup plus dubitatifs sur le nombre de véhicules acquis, destinés, nous a-t-on dit, en commission, à les tester sur la relation Lyon-Clermont par Roanne, où se trouve la célèbre rente des Sauvages avec ses pentes à 27 pour 1000. Les piles à hydrogène fournissent du courant électrique destiné à alimenter des moteurs, eux aussi électriques. Il suffit de comparer la puissance absorbée par les moteurs selon leur mode de fonctionnement. S'il faut 1000 kW pour rouler à 120 km/h en rampe de 27, et que la pile à hydrogène ne peut fournir que 500 kW, ce qui est suffisant en palier, nous aurons toute chance de franchir les Sauvages à 75 km/h. C'est quand même bien de le préciser. Comme cela se faisait jusque dans les années 60, faut-il le rappeler également. Objectivement, ce ne serait pas une catastrophe. Les clients peuvent d'abord et avant tout des trains qui partent et arrivent à l'heure, et qui ne soient pas supprimés au dernier moment en laissant au besoin les gens en rade. À titre de comparaison, le TGV mis en service en 81 n'avait qu'un prototype pour franchir des rampes de 35 pour 1000 et atteindre malgré tout 380 km/h. Nous sommes également très surpris que 4 régions fassent comme nous et acquièrent ensemble 14 TER. Il est vrai que la SNCF et les régions devront attendre qu'Alstom ait livré ses rames à l'Allemagne et à l'Italie, qui les ont, elles, déjà commandées. Nous voyons une fois encore les limites de la régionalisation des transports, car je ne doute pas que la région Occitanie voudra les tester sur Nîmes-Clermont, qui culmine à plus de 1000 mètres, ou la région Bourgogne sur la boucle Cavessol sur la ligne Lyon-Paray-le-Monial. Un mot sur la rénovation à mi-vie des rames à 2 étages. J'ai toujours en tête l'expression de M. Mignola qui disait, à qui voulait l'entendre, que la SNCF prenait les régions pour des vaches à lait. Il est surprenant de voir que le président de la région PACA soit le seul à profiter de la possibilité de mise en concurrence offerte par l'UE. Pour une fois que l'UE fait quelque chose de bien, profitons-en. Nous connaîtrons en juin le lauréat de l'appel d'offres, et je doute que ce soit la SNCF. M. Muselier nous a promis des prix canons. Dépenser tant d'argent sans mise en concurrence nous laisse pantois, surtout qu'on en a pu voir certains éléments de prix. La SNCF est très discrète sur ce sujet. Je suis sûr qu'avec les économies réalisées, on aurait pu donner un petit coup de jeune à nos voitures corail qui ont parfois plus de 40 ans, mais qui donnent, quant à elles, ne sont pas trop sales, ce qui est rare, toute satisfaction. Un mot pour finir sur l'amélioration de l'offre ferroviaire depuis l'abandon de la 45. Nous avons eu l'occasion de discuter de cette question avec la SNCF. Beaucoup a été fait avec le rallongement des quais, les rames à 2 étages, l'amélioration des voies et des sous-stations, mais le corps du problème reste bien celui de la gare de La Part-Dieu. La voie, elle, et pas la voie L de la gare, peut supporter beaucoup plus de trafic. À titre d'exemple, on peut avoir un TGV toutes les 3 minutes ou un métro à Paris toutes les 90 secondes. Actuellement, entre les arrivées en gare de Perrache, on est à un cadencement au quart d'heure, ce qui est remarquable et illustre bien l'intérêt d'un cadencement type RER. Plus l'offre ferroviaire est attractive et plus les clients se détournent de la voiture et des inévitables bouchons qui asphyxient l'entrée de Lyon le matin et de Saint-Étienne le soir. Nous voulons donc à nouveau souligner tout l'intérêt qu'il y aurait aujourd'hui à regarder les possibilités ouvertes par la plateforme d'Oulin raccordée au métro. Oulin n'est qu'à 7 stations de La Part-Dieu, qui est plus que jamais le centre économique de Lyon. Vèze et Vénissieux sont des modèles à suivre. Nous avons même construit une gare à Jean-Massé, à moins de 2 km de péage, là aussi grâce au métro. De plus, le site d'Oulin offre des disponibilités foncières avec l'ancienne chaudonnerie de fer que l'on peut encore voir aujourd'hui depuis l'autoroute qui permettrait de remiser quelques rames. Nous ne croyons pas trop aux solutions futuristes telles l'Hyperloop
qui a toute chance de se terminer comme l'aérotrain de Jean Bertin et qui accentuerait le caractère cité-dortoir de Lyon vis-à-vis de Saint-Étienne. La création à terme d'une nouvelle infrastructure rencontrerait les mêmes oppositions que la 45 et le trafic ne pourra pas être absorbé par les gares actuelles. Je dirais que malgré l'ampleur du dispositif, qui est tout à fait remarquable, il manque à ce projet une colonne vertébrale et un spécialiste du sujet, un technicien, un scientifique aurait été bienvenu pour y donner de la cohérence. Et ce que je regrette également, c'est le caractère d'échantillon du projet d'achat de trains à hydrogène. Mais nous défendons nos amendements. Je termine néanmoins sur la 45. Pendant tout le mandat, Monsieur le Président, j'ai attiré votre attention sur le caractère incohérent économiquement de ce projet. Vous n'en avez jamais tenu compte. Je rappelle simplement que l'investisseur Vinci amenait un peu plus de 200 millions d'euros, c'est-à-dire uniquement les péages. Et tout le reste était financé par la région. En plus, on lui garantissait le chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'on aurait pu beaucoup plus tôt, ça a été dit, revenir à la raison et concentrer nos moyens pour résoudre les problèmes de nos concitoyens entre Saint-Étienne et Lyon, ces problèmes qui datent de plus de 30 ans et pour lesquels on arrive à désespérer. Merci beaucoup. En remerciant encore Martine Guibert du travail qu'elle a